Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve pour une toute nouvelle interview d'Akira Toriyama en personne pour le film Dragon Ball Super Super Hero. Vous le savez, il est sorti au Japon, je vous ai proposé un live qui vous a révélé immédiatement à la minute près de sa sortie au Japon l'intégralité des points majeurs du film avec pas mal de détails aussi en plus qui ont été révélés par la suite bien sûr. Vous êtes spoilé ou non, c'est pas grave, pour cette vidéo là, il n'y aura aucun spoiler. Dans tous les cas, vous serez bien ici, vous ne serez pas dérangé. Je tiens à vous le préciser tout de même, pour le moment il y a plein de leaks, plein d'informations, des vidéos, des machins un petit peu capturés en qualité toute pourrie et tout ça qui tourne partout, et je ne vous les affiche pas, je ne vous les expose pas, c'est-à-dire que dans mes titres de vidéos, dans mes miniatures, etc., ça n'apparaît pas. Par contre, je fais un énième rappel, je l'ai déjà dit au préalable, Toei Animation qui produit ce film-là a déjà de près dans ses locaux, si vous voulez, les trailers qui incluent les éléments majeurs du film, y compris de sa fin. Ils vont les balancer de manière officielle sous très peu de temps. C'est une question d'heures ou de jours. Les nouveautés qu'il peut y avoir dans ce film-là, les diverses évolutions que l'on retrouve du côté allié et ennemi, tout cela va être montré officiellement, comme il l'avait fait pour Gogeta dans le film des Best Broly. À partir de ce moment-là, ce n'est pas mon rôle en tant que relais d'information de cacher ce que les officiels eux-mêmes dévoilent. Donc, peu importe ce que les officiels montreront, je rebondirai dessus, je le montrerai aussi. Ma limite, ma logique et mon éthique sont là. Je ne vais pas commencer à aller à contre-courant de ce que les ayants droit font eux-mêmes. Je pense en tout cas que c'est la manière la plus équilibrée possible pour respecter chacun. En rappelant que ce film ne sort pas avant le mois d'août en France, sauf s'il y a une avant-première. Donc pour éviter les spoilers, qu'ils soient officiels ou non, ça va être très compliqué. Bref, le film Dragon Ball Super Super Hero nous livre une nouvelle interview d'Akira Toriyama, l'auteur depuis ses tout débuts de Dragon Ball. Ça nous parvient du pamphlet qui a été vendu dans les cinémas lors de la projection, qui est toujours en vente dans les projections de ce film-là. Il y a toujours des petites boutiques accolées au cinéma. Vous avez vu le partenariat du jour, JD World. Nos liens sont devenus un petit peu plus étroits, disons-le comme ça. Et il vous propose également ce pamphlet-là à l'achat si jamais vous voulez le procurer directement du Japon, le même, l'officiel, celui qui provient des cinémas. Et en deux mots, avant de vous livrer l'interview d'Akira Toriyama, sachez que mon résumé complet du film est en préparation. Alors vous allez me dire qu'il y a déjà plein de résumés à droite et à gauche, oui, bien sûr, et que grand bien leur fasse, vraiment je vous dis ça de manière très sincère avec le cœur, il y en a de très bons, mais je préfère et j'ai préféré prendre le temps de vous préparer le mien. Je n'ai pas voulu vous en faire un dans la hâte, avec rien à vous montrer à côté. Je veux que le mien soit imagé, que vous puissiez patienter pleinement d'ici la sortie du film avec un résumé qui vous plongera au mieux possible dans l'ambiance de celui-ci pour mieux en comprendre les tenants et aboutissants, et vous verrez que ça sera un résumé qui ira même au-delà. Je prévois d'y ajouter des éléments qui dépassent le cadre scénaristique pour vraiment vous immerger au cœur de ce film Dragon Ball Super Super Hero. Chaque chose en son temps, est venu le temps de l'interview d'Akira Toriyama. Je remercie énormément Freza qui a pu se le procurer, le site dragonballsuper-france.fr, Tomatoti bien sûr qui est très peu cité pour sa gestion, et Herms98 qui a grandement participé à sa traduction. Première question, quels sont vos sentiments en voyant les images de l'état actuel de complétion du film? Akira Toriyama répond qu'il écrit ces mots qu'il répond après une projection de test. Le film était encore incomplet lorsqu'il répond à cette interview avec des visuels encore partiellement terminés et seulement la voix des comédiens de doublage sans aucun autre son ou effets spéciaux d'ajouter à la projection. Et même de cette façon-là, c'était pour lui vraiment impressionnant. Il était vraiment emballé en se demandant ce que ça allait donner au final. Il s'exprime ensuite concernant le sous-titre Super Hero. Le film s'appelle Dragon Ball Super Super Hero. Il dit qu'il a totalement oublié que le titre principal du film, attention, il dit bien du film, il ne dit pas de la série animée, il ne dit pas du manga, il dit du film, ce film-là, très précis. Il ne se rappelait pas que c'était Dragon Ball Super, donc on finit avec un titre qui porte deux fois le terme super. Pour poursuivre la citation, il dit « J'imagine que tout le monde s'est dit que j'avais fait cela exprès, car personne n'est jamais revenu vers moi là-dessus. » Et il se met à rire. Donc c'est de ma faute si le super est si répétitif. Et c'est vrai, je vous l'avais dit dans de précédentes vidéos, si l'on prend l'image de présentation du titre dans laquelle Dragon Ball Super Super Hero est écrit à la fois en anglais plus est écrit en japonais, on se retrouve avec 4 fois le terme super dans très peu de mots affichés sur un seul et même écran. Ça fait beaucoup, ça a frisé le ridicule. Alors on a compris grâce au film, je ne vais pas rentrer dans les détails et les spoilers, mais on a compris par rapport au propos du film pourquoi cela traite de super-héros. C'est lié au Dr Edo, c'est lié au Gamma, c'est lié à Gohan et à Pan, bref. Mais originellement, c'est car Akira Toriyama pensait que le film s'appelait Dragon Ball, par exemple,
et il s'est dit bah tiens, Dragon Ball super héros, ça aurait fait Dragon Ball super héros, ce qui est quand même nettement plus digeste en soi, sauf que personne n'est revenu vers lui. Alors là, 2 points importants. Premièrement, le côté drôle. Franchement, la première fois où j'ai lu ça, j'étais juste plié de rire. C'est du Toriyama tout craché. Ce n'est pas parce qu'il est vieux, désintéressé de la licence ou je ne sais quoi. Ça serait méconnaître Akira Toriyama que de dire cela. Akira Toriyama, depuis toujours, de tout temps, avec tous ses personnages, avec divers éléments de son œuvre, a toujours été un petit peu tête en l'air. Un génie, tête en l'air à la fois. Cela relève, à mon sens, et c'est pour ça que j'ai toujours suivi, non pas que Dragon Ball, mais toutes les œuvres d'Akira Toriyama, cela pour moi peut être qualifié du génie d'improvisation. Et c'est comme ça que l'œuvre Dragon Ball a été tissée d'ailleurs au fil des années. C'est d'ailleurs toujours assez drôle et assez intéressant de voir des interviews croisées entre Akira Toriyama, Dragon Ball entre autres, et Eiichiro Oda de One Piece. On a 2 génies qui conversent entre eux. D'ailleurs, ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre, notamment Oda qui est un petit peu l'héritage de Toriyama, dans lequel Oda va rappeler certains personnages que Toriyama lui-même a oubliés, ils vont rire ensemble. Et on a donc 2 génies qui s'opposent. Akira Toriyama, un génie d'improvisation, et Eiichiro Oda, un génie de préparation. Les deux frôlent des sommets, mais dans des catégories différentes. Également, je remercie l'un de mes fidèles abonnés, Kurama Z, qui m'a rappelé quelque chose à très juste titre sur Twitter, une interview de monsieur Tatsuya Nagamine, je le rappelle, réalisateur du film Dragon Ball Super Broly, à propos d'Akira Toriyama, qui nous disait que il ne faut pas forcément prendre ses paroles toujours au pied de la lettre. Qui sait s'il ne donne pas une explication loufoque juste pour avoir la paix, alors qu'en réalité, sa réflexion était beaucoup plus poussée. Donc en gros, répondre quelque chose juste pour se sortir de l'interview au plus rapidement possible, pour retrouver rapidement sa tranquillité. Vous savez, c'est une personne et un personnage qui ne se montre pas. On ne le voit jamais dans la télé japonaise ou autre. Ces interviews sont extrêmement rares, surtout les versions vidéo, et il n'y a pas réellement d'effet de starification autour d'Akira Toriyama, c'est voulu de sa propre personne. Son nom résonne malgré lui de par son œuvre, mais pas de par l'exposition qu'il s'attribue lui-même. En addition à cela, je pourrais aussi vous dire qu'à l'époque, on avait eu une interview sur le film Dragon Ball Super Broly qui nous disait qu'il était discuté en interne chez Toei de savoir si malgré le fait que la série DBS existait en animé, s'il fallait ou non appeler le nouveau film 2018, Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Z Broly ou Dragon Ball Super Broly. Alors d'un commun accord, ils se sont dit que DBS battant son plein, il fallait également l'intituler DBS. Mais quand même, le film DBS Broly aurait pu s'appeler Dragon Ball Z Broly, c'était presque du rétropédalage. Donc je pense que Akira Toriyama, et ça ce n'est que moi qui le pense, voit la série Dragon Ball comme un tout, et que ensuite le Z, le GT, bon je peux pas trop parler de GT, c'est pas canon, mais bon vous m'avez compris, le Super, le Heroes, le machin, c'est de la tambouille marketing du côté de Shueisha, l'éditeur du manga, de Toei Animation qui produit les versions animées et films, mais au final le tout reste Dragon Ball, tout comme le manga original se tenait en 42 tomes, Dragon Ball, tandis qu'on avait la différence entre Goku petit dans l'animé qui était DB et DBZ pour la partie plutôt adulte jusqu'à même grand-père. Donc ça c'est pour la partie un petit peu histoire et drôle. D'un autre aspect, j'aimerais quand même dire que ça dénote d'une vraie problématique. Ce n'est pas normal, je peux tolérer le fait, surtout connaissant le personnage qu'il est, que Toriyama oublie ce genre de détails-là, ça, voilà, vraiment ça lui passe au-dessus. Mais il faudrait quand même que quelqu'un soit en mesure de venir le lui dire, qu'un petit mot lui soit adressé pour lui dire c'est Dragon Ball Super héros. Frérot, le terme super, il y est 2 fois. Je pense qu'on peut lui dire gentiment. On va pas l'appeler frérot, mais vous m'avez compris. Je pense que dans des termes très respectueux du côté du Japon, ils peuvent le lui dire. Et je pense que ça dénote d'un vrai problème. On a par exemple du côté Toei Animation, Akio Yoku, le numéro 2 Dragon Ball et tout le reste de Toei Animation, qui sont sûrement pendus aux lèvres d'Akira Toriyama qui ne le remettent jamais en cause. Akio Yoku a déjà fait plusieurs interviews pour dire que là où le vent d'Akira Toriyama soufflera, Toei Animation se laissera border. Si Akira Toriyama dit demain « j'arrête, je ne veux plus voir de Dragon Ball », Toei Animation arrêtera tout instantanément. Ils ne remettront pas en cause ce qu'il dit. Donc Toei Animation ne le contredit pas, ne l'épaule pas, ne lui signale pas s'il y a un oubli ou une erreur. Ils sont pendus à ses lèvres, plus à voir ce qu'ils peuvent manigancer pour ajouter des choses plutôt fanservice. Pour ceux qui ont vu les spoilers, vous savez de quoi je parle, pour les autres, vous découvrirez plus tard. Et après, également du côté du manga, donc plus la sphère Shueisha, maison d'édition, on a Victory Uchida, c'est un éditeur, mais je vous avoue que je le sens pas trop, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais j'ai l'impression qu'on accuse beaucoup Toyotaru pour beaucoup de problèmes qui sont réellement plutôt la cause de Victory Uchida. C'est le mec que vous voyez des fois avec un chapeau en forme de V tout jaune. Toyotaru, il a pas son mot à dire sur un film, donc Akira Toriyama, qui est beaucoup moins penché sur son œuvre qu'auparavant, ça on le sait,
qui se retrouve en quasi roue libre et il y a un manque de communication évident. C'est pour moi les deux aspects qui ressortent de cette interview-là, en tout cas de son début. Question suivante. Pour ce film, on aperçoit vraiment les évolutions des visuels. Cette amélioration sur ce plan-là est quelque chose que vous-même vous espériez. Quels sont donc vos sentiments à ce sujet? Sa réponse est, je cite, « Jusqu'à présent, alors que tout le monde travaillait dur sur l'animation, il y a toujours eu des écarts très déséquilibrés dans le produit final, du fait de la division du travail et des différents talents et compétences des animateurs. Cette fois, cependant, grâce à ces nouveaux procédés révolutionnaires, ce déséquilibre n'est plus. Il n'y a pas eu besoin d'arrondir les angles, même avec les personnages de fond. Je suis vraiment impressionné. Je n'y connais rien en film, nous dit-il, donc je ne comprends pas vraiment comment ils ont fait. Mais on dirait que cela leur a pris un temps de dingue et de très gros efforts. Alors là, si je tente de lire entre les lignes, mon interprétation, vous me direz si la vôtre est la même. Il commence par parler de gros déséquilibres visuels dans le produit fini. Je pense comprendre de quoi il parle, mais je n'en arrive pas aux mêmes conclusions. Je pense comprendre que si on prend le film d'Ebes Broly, le film est dans l'ensemble sublime. Il est en 2D, animation classique, il y a un petit peu de 3D, pas beaucoup, mais ce que l'on peut voir, c'est que d'une scène à l'autre, les styles sont très différents, et le deuxième type de différence que l'on voit aussi, c'est que quand il y a un personnage au premier plan et d'autres plutôt au second ou au troisième, le niveau de détail n'est pas le même, et ça peut frustrer, choquer, quand par exemple on voit un Piccolo qui est plutôt en fond et n'a même pas de visage qui apparaît. Alors que pourtant, le film Dragon Ball Super Broly est réellement une perle artistique et technique, tandis qu'avec la 3D, le modèle 3D est fait, donc dans tous les cas, le niveau de détail va apparaître. Bien sûr, c'est un modèle 3D, si tu t'en approches, tu vois plus ou moins qualité des textures, la résolution, etc. et j'en passe, mais on s'est compris. En gros, un modèle 3D, il n'y a pas de demi-mesure, c'est à peu près ça qu'il veut nous dire, et on ne peut pas forcément lui donner tort. Mais lui, et il dit bien je n'y connais rien en film, pense que c'est dû aux nouvelles technologies et au très long travail et aux efforts qui ont été faits par les équipes. Je ne suis qu'à moitié d'accord avec ça. Je pense que oui, c'est grâce au travail des équipes, il n'y a pas de souci, et je les félicite vraiment, d'ailleurs on se parlera du staff qui a bossé sur le film très prochainement, mais je ne pense pas que ça soit dû à la technologie. Je ne pense pas que la 3D permette d'afficher plus de détails, en tout cas que la 2D. Je ne pense pas que ça soit intrinsèquement lié à cela. Je pense que si le film Dragon Ball Super Broly avait ce niveau de déséquilibre, c'est pour des tas de raisons, mais principalement, si d'une scène à l'autre c'est très différent, c'est car il y a des animateurs différents d'une scène à l'autre et que le réalisateur, Monsieur Tatsuya Nagamine, l'avait dit lui-même en interview qu'il avait laissé beaucoup de liberté au staff, aux animateurs. Et quand des scènes ne se ressemblaient pas trop, quand le Goku à 1h du film d'Ebes Broly ne ressemble pas trop au Goku de 1h10, il laissait faire. Il ne demandait pas à ce qu'il y ait une certaine forme d'organisation. Et de par cette volonté du réalisateur de laisser cette liberté, derrière, tout ce qui est chara-designer et encore chef de l'animation, faut voir ça de manière assez hiérarchique et pyramidale, et bien en redescendant cette pyramide, ils n'ont pas demandé à leurs équipes d'harmoniser le travail, comme ça pouvait se faire sur les films DBZ d'avant, qui étaient beaucoup plus courts, la moitié d'un film actuel, donc ça demandait moins de temps à les produire, même s'il faut nuancer cela, parce que les films sortaient quand même de manière assez régulière, un gros rythme, parfois 2 coups sur coup, etc. Mais dans les années 90, les films DBZ étaient visuellement beaucoup plus harmonisés, même s'il y avait quelques disparités. Mais comme du lest a été lâché par rapport à cela, Monsieur Nagamine le disait, ça explique les disparités du film d'Ebes Broly. Et après, lorsque certains visages ne sont pas dessinés ou autres, eh bien c'est tout simplement sûrement parce qu'il fallait laisser plus de temps aux équipes pour le bosser, ce film d'Ebes Broly, aussi finalisé soit-il déjà. Donc j'espère que dégrossir un petit peu comme ça les sujets de l'interview d'Akira Toriyama vous permet d'y voir un petit peu plus clair au travers de cette dernière. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue, et Akira Toriyama lui-même non plus. Il dit noir sur blanc, je n'y connais rien en film. Poursuivons. Nouvelle question. À quoi avez-vous pensé en premier quand les discussions en sont venues à ce qui suivrait le film Dragon Ball Super Broly? Il dit, le film précédent Broly se focalisait sur un combat d'un tout autre niveau. Si nous avions juste continué comme cela et que le prochain film était un autre film axé sur le combat, nous aurions perdu l'esprit enjoué de Dragon Ball. Petite mention, vous voyez qu'il dit bien Dragon Ball, il parle pas de Z, de Super, de je sais pas quoi. Pour lui Dragon Ball, c'est Dragon Ball et j'ai envie de dire c'est normal. Continuons. Donc cette fois, je me suis dit que nous devrions nous remettre sur un thème plus léger, avec des moments de vie de personnages, tranches de vie, qui vont ensuite être confrontés à une crise, puis à une grande bataille. Ces scènes de combat sont merveilleuses, du film Dragon Ball Super Super Héros, nous dit-il, ce qui est traditionnel dans cette série, et je suis toujours ému en les regardant. Grâce à cela, je peux écrire, je peux affirmer, il ouvre les guillemets, et maintenant, ces deux personnages ont une grande bataille.
fermez les guillemets, dans le script original. Et je peux me reposer en sachant que cela va devenir une bataille incroyable. Bien sûr, cette fois les combats sont encore plus incroyables qu'auparavant, vous ne pourrez pas en détourner le regard. Alors encore une fois, ça va être un petit peu plus bref, mais si je tente de lire entre les lignes, une volonté de proposer quelque chose qui se démarque du film des Best Broly, et Monsieur Akio Yoku nous l'avait déjà dit, à l'occasion de la sortie du Blu-ray du film Dragon Ball Super Broly au Japon, il y avait une petite interview, il nous parlait déjà du prochain film, ça tombe bien parce qu'il était déjà en préparation, le mot d'ordre était déjà tombé, quelque chose qui va proposer des batailles épiques, mais ça ne sera pas le cœur du film, ça sera quelque chose plus calme, plus tranche de vie, plus intimiste pour Akira Toriyama. Akira Toriyama le reprend désormais en 2022 en nous disant, je cite, « Donc cette fois je me suis dit que nous devrions, donc après Broly, nous remettre sur un thème plus léger, avec des moments de tranche de vie, qui vont ensuite être confrontés à une crise puis une grande bataille. » Donc je pense que le point est clair sur ça, mais j'aimerais rebondir sur un autre. Il parle clairement des instructions qu'il donne à certains moments pour pouvoir se reposer ensuite. Il dit que ce film incorpore des combats à grande échelle, etc., qui sont également traditionnels et connus dans la série, dans la même lignée que la série, mais qu'il voulait redonner cet esprit enjoué, un petit peu léger de Dragon Ball, un petit peu ce côté aventure, des personnages sympas qui évoluent. Et donc, lorsqu'il a désigné que deux personnages devaient avoir une grande bataille, il n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Il écrit simplement dans le script, et maintenant ces deux personnages ont une grande bataille, et Toei Animation en fait à peu près ce qu'elle veut. À mon sens, le message est très clair. Vous me direz comment vous l'interprétez, mais si vous étiez là sur mon live spoiler, ne vous en faites pas, je vais pas spoiler. Si vous étiez là sur Twitter ou autre, il y a quelque chose, un ressenti de ma part que je vous ai répété, je vous ai dit, j'ai l'impression que dans ce film Dragon Ball Super Héros, il y a deux films. Une grosse première partie du film qui correspond au scénario d'Akira Toriyama, qui est donc toute l'histoire de fond, toute la remise en place du ruban rouge, les nouvelles recrues, ce qui est devenu la Z-Team depuis le temps, leurs évolutions, les Krillin, les Piccolo, les Pan, les Gohan, les interactions, les moments d'humour, leur vie quotidienne, en gros ce qu'est devenu cette Dragon Ball Family, si vous voyez ce que je veux dire. Comme si on faisait des retrouvailles une fois que quelques temps ont passé dans l'histoire. Des problèmes vont être lancés, ça c'est officiel, vous l'avez vu grâce au trailer, avec le ruban rouge, avec Gamma, avec la disparition de Pan, Piccolo et Gohan qui s'impliquent, et donc tout cela à mon sens est aussi partie du script d'Akira Toriyama, mais il y a un certain moment dans lequel je ne rentrerai pas, mais je pense que vous êtes tous déjà au courant, ce fameux gros moment fan service de fin de film, de combat, d'explosion et j'en passe, qui est le deuxième film dans le film. Ce fameux moment où Akira Toriyama dit « Et maintenant, ces deux personnages ont une grande bataille et ensuite il va se reposer », sous-entendu qu'il laisse Toei Animation faire. D'ailleurs, on avait eu une interview très similaire de Toriyama à l'époque, si vous avez bon souvenir, pour le film des Best Broly. Il avait dit que au moment où il en vient de décrire le combat Gogeta SAJ Blue face à Broly Super Saiyan Full Power, il écrit simplement que les deux vont se battre avec un truc assez cosmique et qu'il laissait Toei Animation faire, parce qu'il considérait que Toei Animation avait plus de capacité que lui, de meilleures capacités à penser quelque chose d'épique sur le côté combat. Ce qui renvoie aux toutes premières origines d'Akira Toriyama, qui après avoir connu le grand succès avec le manga Dr. Slump, s'est lancé sur Dragon Ball, œuvre désormais mythique et légendaire, mais qui à ses départs était dans la veine de Dr. Slump, un manga purement humoristique et d'aventure. Dragon Ball à la base ne devait pas avoir tant que ça de combat, et je pense que vous connaissez tous plus ou moins, c'est au moins une légende, vous l'avez au moins entendu comme rumeur, et bien c'est un fait. L'éditeur de l'époque d'Akira Toriyama, Monsieur Torishima, lui avait dit que l'humour, les petites blagues et les conneries comme ça c'était bien beau, mais que son manga Dragon Ball, qui était tout nouveau à l'époque, tout neuf, trouvait son public, mais n'avait pas un succès supérieur à Dr. Slump, c'était nettement en dessous, et qu'il fallait trouver quelque chose pour renouveler la formule. Et donc, pour être plus dans l'air du temps de l'époque, implémenter des combats, avoir aussi un style de dessin moins arrondi, un petit peu plus pointu, quelque chose de plus angulaire. De base, Akira Toriyama ne comptait pas inclure autant de combats que l'on y connaît dans son œuvre, son éditeur l'a poussé vers cela, Akira Toriyama s'en est sorti avec plus que brio, il a inspiré et continue d'inspirer toute une génération, des générations de mangaka, et aujourd'hui en 2022, cet auteur est plus proche de la retraite qu'autre chose, et il nous dit que lorsqu'il en revient à penser les gros combats, c'était déjà le cas en 2018, ça l'est en 2022, il écrit à Toei Animation, à partir de là, ce mec-là, ce personnage, ces deux persos, doivent avoir une bataille épique, débrouillez-vous, ce n'est plus mon souci. Voici mon interprétation
interprétation, ma compréhension des propos d'Akira Toriyama lorsque je remets les pièces du puzzle ensemble. En tout cas, je ne sais pas pour vous, je pense que ce sera pas une vidéo qui va attirer énormément de monde, je m'en doute déjà, mais c'est un sujet qui me passionne vraiment. Quand on a ces petits bonbons en fait à déguster, c'est quelque chose que l'on n'a pas souvent et qui nous immerge directement au sein de la création de Dragon Ball. Et bien sûr, lorsque Akira Toriyama nous dit qu'on ne pourra pas détourner le regard des combats, bon ça c'est marketing, on a tous compris, il va pas nous dire que son nouveau film c'est de la merde, on est bien d'accord. Donc ça, on en jugera chacun sur pièce lorsque l'on aura vu nous-mêmes, et non pas un tel qu'il a vu, le film dans de bonnes conditions, de manière complète, et pas avec un leak qui a été coté 20 000 fois, que l'on a vu en mode caméra retournée sur TikTok, il faut pencher la tête sur le côté comme si on était un perroquet. On va essayer de juger dans de bonnes conditions. Bref, continuons. Question, quel était votre objectif en mettant en vedette Gohan, Piccolo et l'armée du ruban rouge? Réponse, Gohan est en fait plus fort que n'importe qui, du moins c'est ce qu'on dit. Mais dernièrement, il n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Afin de motiver Gohan, il faut son professeur vénérer Piccolo, plutôt que son père Goku. J'ai pensé que j'essaierais de donner naissance à un nouveau super-héros, en mettant ces deux-là sous les projecteurs, à travers leurs batailles intenses avec les cyborgs Gamma. Alors, mes très chers devins, cet encadré est super intéressant, mais on l'a déjà eu, il y a plusieurs jours. Je sais que plusieurs d'entre vous sont passés à côté de la vidéo, mais je ne peux pas la rendre plus longue qu'elle ne le sera déjà naturellement. Je vous mets le lien de la vidéo qui en parlait. On a eu exactement la même question avec la même réponse, un extrait de cette interview qui avait été diffusé sur le site officiel. Je trouverais ça presque ridicule de me répéter en les termes que j'ai déjà employés précédemment. Si jamais le cœur vous en dit, le lien vous attend en description. La seule chose que j'ai envie de répéter vis-à-vis de ça, c'est de bien faire attention à la nuance apportée par les propos de Toriyama. Gohan est en fait plus fort que n'importe qui, 3 petits points, du moins c'est ce qu'on dit. Mais dernièrement, il n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Vous voyez que les propos de Toriyama au sujet de Gohan sont forts, mais sont modérés. Donc attention aux raccourcis qui peuvent être faits. Lorsque vous voyez avec des gros titres un petit peu en surbrillance, Toriyama a dit que Gohan est le plus fort, et puis c'est tout. Toriyama a dit que Gohan est plus fort que Broly, Vegeta Ultra Ego, Goku Ultra Instinct. Bon, vous voyez que des giga raccourcis sont faits. Toriyama est beaucoup plus modéré et nuancé que la tendance globale des réseaux. Question suivante. Dans ce film, nous voyons Piccolo dans sa vie de tous les jours, et des parties quelque peu surprenantes de sa personnalité. Est-ce qu'il y a des éléments, en plus de son histoire, au-delà de ce qui est montré dans le film? L'auteur de Dragon Ball répond: Piccolo est un personnage plutôt complexe. De base, il était le démon Piccolo, Piccolo Daimao, qui s'est séparé de Dieu qui a créé les Dragon Ball de la Terre, mais il a été battu par Goku. Et l'enfant de Piccolo, ou plutôt un clone de lui-même, une sorte de réincarnation qu'il a laissé derrière lui, est entré au Tenkaichi Budokai, le tournoi des arts martiaux, sous le nom de Ma Junior, afin de cacher sa véritable identité. Puis plus tard, contre Freezer, Piccolo a gagné en puissance, en assimilant Nail. Et plus tard encore, il s'est recombiné avec Dieu, Kami-sama de la Terre bien sûr, ce qui nous ramène au temps présent. C'est un passé tellement compliqué que j'ai du mal à m'en souvenir, nous dit Akira Toriyama, il en rigole. La plupart des Namek sont de type sage. Et petite pensée pour l'interview que j'ai fait avec Monsieur Philippe Ariotti, comédien de doublage de Piccolo, si vous étiez sur la vidéo, je vous en remercie, qui nous avait dit que selon lui, les Namek Piccolo avaient plutôt cette image de grand sage. Je continue la citation d'Akira Toriyama. Il nous dit: la plupart des Namek sont de type sage, et les types combat comme Piccolo sont rares. Ils sont toujours une race très mystérieuse, donc ça peut prendre un petit peu la tête, même pour moi, le créateur original a développé. Gohan et sa famille ont proposé à Piccolo de vivre avec eux, mais il a choisi de vivre dans les montagnes environnantes à la place, vu qu'il aime les lieux calmes. Vivre près d'un point d'eau est l'habitat naturel des Namek. Pour certaines raisons, ils possèdent des dents, même s'ils ne boivent que de l'eau. Le smartphone de Piccolo était un cadeau forcé de Videl. Sa collection d'animaux en peluche a débuté quand Pan, la fille de Gohan, lui en a donné un. Il a prétendu être heureux pour ne pas heurter les sentiments de Pan. Depuis, Videl et Gohan pensent par erreur qu'il aime vraiment ses peluches. En fait, Piccolo est mon personnage préféré. Il est toujours tellement silencieux, de fait, il se pourrait que ce soit la première fois qu'il soit si bavard et actif. Alors je ne commenterai pas beaucoup cette réponse d'Akira Toriyama, mais je la trouve juste excellente. Reprendre et retracer les origines de Piccolo, tout son parcours de vie entre guillemets, c'est un personnage de fiction bien sûr, nous parler de ce qu'il est devenu aujourd'hui, là où il s'est installé proche de chez Gohan mais pas directement chez lui, la proximité qu'il a avec la famille de Gohan, Videl et Pan, le smartphone, les peluches, c'est assez drôle, le fait qu'il soit son personnage préféré. Alors ça aussi je l'ai déjà dit dans une vidéo récente, mais je pense qu'un rappel ne fera jamais de mal à ce sujet. Akira Toriyama de base avait dit dans une interview que Piccolo était son personnage préféré, il y a des décennies en arrière. Dans une seconde interview, il avait dit que finalement c'est le héros, Son Goku, son préféré, donc on avait un doute. En 2022, il nous réaffirme que c'est bel et bien Piccolo, ce qui vient entériner le fait que Piccolo est le personnage préféré d'Akira Toriyama, même si je me doute qu'il doit avoir un bel affect pour Son Goku. La question qui suit prouvera une réponse brève. Comment Gohan et sa famille voient-ils
Piccolo. Akira Toriyama répond que Gon a toujours eu un lien fort avec Piccolo depuis qu'il s'est entraîné avec lui en tant que jeune enfant. Et Videl et Pan considèrent également Piccolo comme un membre de la famille sur lequel ils peuvent compter plus que tout autre. Sans commentaire pour ma part, question qui suit, vous avez imaginé plein de personnages pour ce film. Quand vous réfléchissez à leur design, avez-vous voulu tester de nouvelles choses ou bien avez-vous eu des éléments sur lesquels vous étiez pointilleux? Réponse, c'est probablement plus une notion de goût. Mais quelque part dans l'histoire, le physique des personnages guerriers et leurs expressions faciales sont devenus trop imposants. Donc cette fois, j'ai voulu revenir à des choses un peu plus fines en termes de design. En fait, j'ai aussi dessiné la base ennemie. Puis, ils ont suggéré des choses encore plus incroyables pour elle. Je suis vraiment heureux des choses qu'ils ont faites et qui vont au-delà de mon imagination. Ce film est rempli d'images comme celle-ci. Sans commentaire également, si ce n'est que vous vous rendez encore une fois compte des interactions qu'il peut y avoir entre Akira Toriyama et Toei Animation. Alors pas surtout, lorsqu'il s'agit du titre un petit peu bancal super-héros, rien ne lui est dit, mais quand il s'agit de design, quand il s'agit également d'étoffer les bases ennemies, les décors, etc., il collabore avec Akira Toriyama, ils viennent compléter son travail. Alors Akira Toriyama nous dit que les personnages sont devenus un petit peu plus fins en matière de design. Je vous avoue que je ne l'ai pas ressenti, on se plaignait déjà de base que Dragon Ball Super avait rendu les personnages plus chétifs, c'est en correspondance avec l'évolution du style de Toriyama sur les années. C'est vrai que si on en est resté dans sa tête aux années 90 et on voit comment il dessine en 2022, ça peut choquer. Mais si on a suivi de jour en jour, de mois en mois et d'année en année, on sait comment son style a évolué. Je vais essayer de vous afficher une petite timeline pour le montrer. Vous verrez qu'au fil des années, de manière naturelle, il dessine des personnages beaucoup plus rondouillés, fins, presque un petit peu plus mignons qu'auparavant. Mais au final, à titre personnel, lorsque je vois les trailers, par exemple, du film Dragon Ball Super Super-Héros, les chara-designs qui sont également dans ce pamphlet, j'ai pas l'impression de voir des personnages plus fins. Au contraire, j'ai l'impression de voir un petit peu plus de muscles, de bouts de corps apparents, etc., de combattants en fait qui me sont présentés, que de personnages qui ont perdu en masse musculaire comme ça pouvait l'être précédemment dans DBS. Vous me direz en zone commentaire, j'avais presque l'impression que les muscles étaient revenus dans ce film super-héros. Poursuivons. Piccolo n'a jamais enlevé ses chaussures dans aucune des séries jusqu'ici. À quoi ressemblent ses pieds? Akira Toriyama s'en étonne, il dit comment ça? Il n'a jamais enlevé ses chaussures? C'est une surprise pour moi aussi. Je pense qu'il s'agit du même type de pieds que ceux des humains, mais ses ongles de pied sont noirs comme ceux de ses ongles de doigts. Il a été demandé à Akira Toriyama, les personnages que vous avez dessinés ont été animés en utilisant des techniques différentes que précédemment. Tout d'abord, leurs modèles ont été créés, puis le mouvement ajouté. Qu'est-ce que cela vous a fait voir de ce processus? Alors, je vais remettre au clair ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont clairement en train de parler de 3D, de CGI. Quand ils disent d'abord on crée le modèle, c'est comme ça que l'on fonctionne en matière de 3D, de jeux vidéo même. On crée le modèle d'un personnage, puis ensuite on va lui donner du mouvement. Ce qui veut dire que d'une scène à une autre, si le modèle a été créé, on n'a pas besoin de redessiner, de reconstruire à chaque fois le personnage. On reprend comme un copier-coller, vraiment je vulgarise, le modèle qui a été créé, allez par exemple pour Goku, il apparaît dans 10 scènes, et bien dans les 10 scènes on va copier-coller le modèle et on va lui générer du mouvement, on va placer les lumières, etc. comme il le faut, alors que lorsque c'est en 2D, on doit redessiner à chaque fois de zéro depuis le départ Son Goku et lui apporter bien sûr le mouvement, l'éclairage, tout ce qu'il faut. Akira Toriyama répond que la plus grosse partie des personnages principaux ont été revérifiés et édités un nombre de fois important. Il n'a pas vu le processus au-delà de cela, mais c'était très émouvant pour lui de voir les vrais mouvements des personnages. Alors bon, on n'est sûrement pas d'accord parce qu'on n'est pas tellement chaud pour la CGI et la 3D de ce côté-là. Je sais que vous et moi sommes plutôt d'accord, même si je sais qu'il y a quelques-uns parmi vous qui apprécient et je respecte totalement. Mais du côté d'Akira Toriyama, je préfère aussi rappeler que c'est une personne qui a énormément travaillé et collaboré avec le monde du jeu vidéo. Dragon Quest, c'est quand même Akira Toriyama qui en est le chara-designer et ses personnages prennent pour la plupart du temps vie via de l'animation 3D. Blue Dragon, également. Pour les plus anciens, Tobal sur PlayStation, c'était Akira Toriyama, mais le jeu était aussi en 3D, et je pourrais en citer d'autres. Question qui suit, que pensez-vous du réalisateur Kodama? Il nous dit qu'il ne l'a jamais rencontré en personne, mais j'ai eu le sentiment qu'il avait un comportement pointilleux et qu'il avait un bon style au travers de mon éditeur. Quand j'ai vu les images bouger pour la première fois, j'ai été particulièrement surpris par la composition, la présentation, le mouvement et notamment la scène de pluie. Alors rien à ajouter si ce n'est que on avait déjà eu une précédente interview, monsieur Hayashida, producteur,
Akio Yoku, producteur exécutif, Monsieur Kodama, réalisateur du film. C'était lors d'un panel, je ne sais plus si c'était San Diego, New York, bref, on s'en fiche un petit peu. Il nous disait que Akira Toriyama avait présenté sa vision de la scène de Gohan qui va à la rencontre du ruban rouge, les labos du ruban rouge, Dr. Edo, etc. Sauf que c'était de manière plutôt ensoleillée. Et Kodama, le réalisateur, avait apporté sa vision en disant « Je verrai plutôt ce moment-là de nuit, en tout cas assombri, avec de la pluie ». Il avait donc apporté sa vision de l'ambiance qu'il aurait fallu poser à ce moment-là, et Toriyama avait tout de suite apprécié et validé la proposition. Voilà, ça vous donne un petit peu plus de contexte. Question qui suit. Pouvez-vous nous dire comment Gamma 1 et 2 sont nés et nous parler de votre réflexion sur leur design? Aussi, quelle a été votre impression après que leur voix ait été jouée par monsieur Hiroshi Kamiya et Mamoru Miyano? Alors, on passe de CGI aux voix, aux comédiens, on change un petit peu beaucoup de domaines. La réponse de Toriyama est de nous dire que les cyborgs Gamma ont été créés par le génie Dr. Edo, qui rêve de l'apparition d'un héros, tout ce qu'il y a de plus cliché, un super-héros. Le design un peu vieillot des Gamma incarne l'image du héros que j'avais quand j'étais jeune. Les deux seiyuu ont donné vie avec leur merveilleuse voix et la manière dont ils se mouvaient était encore plus cool que je ne l'avais jamais imaginé. Je ne commenterai pas la question de la CGI et des mouvements, mais je commenterai celle de l'influence d'Akira Toriyama. Si vous êtes fan de Dragon Ball, vous le savez, il a toujours été très influencé, très fan de beaucoup de choses. De Star Wars, ça se ressent à plusieurs moments de l'œuvre Dragon Ball, y compris Dragon Ball Super, de Jackie Chan et de Bruce Lee, Jackie Chun, Kame Sennin, mais aussi de ce que l'on appelle les Super Sentai au Japon. C'est tout ce qui est du type Kamen Rider, Ultraman, et c'est arrivé en Occident principalement sous le format de Power Rangers. Et si vous repreniez les fameux Ultraman, eh bien vous avez des designs qui sont totalement à l'image de ce que l'on retrouve avec Gamma 1 et Gamma 2. On peut même retrouver cette dualité du bleu et du rouge. Ce sont donc des super-héros à l'ancienne qui ont forgé son influence et sa culture. Dernière et ultime question, pour les gens qui ont déjà vu le film, à quoi doivent-ils faire attention la deuxième fois? On va voir ce qu'il répond, mais ça c'est un petit peu la question marketing pour nous pousser à aller le voir une deuxième fois. Sa réponse à la dernière question est: les réalisations animées depuis 2013, donc sous-entendu Battle of Gods en 2013 le film, Fukatsu no F le film en 2015, puis l'animé de 131 épisodes qui a démarré aussi en 2015, sont toutes mes histoires originelles et elles se suivent continuellement. Pour ceux qui ont découvert Dragon Ball avec ça, cela peut être difficile de comprendre les différents liens relationnels entre les personnages. Donc il pourra avoir besoin de se renseigner sur la série avant toute chose. Mais pour ceux qui connaissent déjà la série, le contenu devrait être simple à comprendre dès le premier visionnage. Donc le deuxième, s'il vous plaît, divertissez-vous juste avec l'action et les détails. Je vous précise que ceci est la meilleure traduction de ce texte-là, il y en a d'autres qui ont circulé qui sont erronées, traduction qui appuie de la part des propos d'Akira Toriyama que tout ce qui existe dans Dragon Ball depuis 2013, notamment les versions animées, sont ces histoires, qu'elles font partie du canon de Dragon Ball. Question marketing, mais réponse, ma foi, très honnête, qui s'adresse à la fois au nouveau, à l'ancien public, celui des années 80, pourquoi pas des années 90, mais aussi à celui des années 2010, voire 2020, avec une réponse adaptée à chacun et une réponse, dans les deux cas, plutôt honnête. Dans un cas, on est plutôt nouveau sur la franchise Dragon Ball et il ne nous conseille même pas d'aller le voir une deuxième fois, mais plutôt de se renseigner sur ce qui a été fait auparavant dans l'œuvre, et si l'on connaît déjà, eh bien, si on le souhaite, d'aller le voir une deuxième fois juste pour kiffer. Une réponse cool, une réponse en détente, qui n'a pas l'air d'être là pour nous forcer l'achat d'un second ticket de cinéma, à condition que les cinémas de France et Crunchyroll France, qui est le diffuseur officiel, se décident de nous le proposer dans les salles. On l'attend de pied ferme, on en a marre des leaks tout pourris. Mais bon, de notre côté, on a envie de se faire un avis. On a envie de l'aimer ou de le détester, ce film, mais en l'ayant jugé sur pièce, correctement. Alors, quand il n'y en a plus, il y en a encore un petit peu, étant donné que Akira Toriyama s'est exprimé dans une seconde interview partagée sur le compte officiel du film Dragon Ball Super Super Hero, qui accessoirement est le même compte officiel de Dragon Ball Super l'animé depuis 2015, et il nous donne en fait son avis, son retour après avoir vu le film dans sa version finale. Au début de l'interview, je vous avais communiqué le fait qu'il avait vu le film dans une version incomplète, non pas au niveau de son scénario, mais surtout de son apparence et de ses sons. Cette fois-ci, il nous dit, je cite, et la citation risque d'être assez longue, « J'ai enfin pu voir le film dans sa version finale. Bref, c'est un film d'animation incroyable. Eh bien, je suis l'auteur original, donc ce n'est peut-être pas trop convaincant pour moi de dire des choses comme ça. Mais même ainsi, je me suis laissé emporter en le regardant. Je suis peut-être un vieil homme, mais j'étais vraiment excité en le visionnant. Avant cela, les histoires se déroulaient dans l'espace, ou dans d'autres contextes à grande échelle. Alors cette fois-ci, je voulais ramener les choses à leurs racines, et situer l'histoire dans une petite zone de la Terre. De plus, l'ennemi est l'armée du ruban rouge, qui n'a pas fait grand bruit lors de sa sérialisation originale du manga. Et pour couronner le tout,
Goku et Vegeta ne sont pas les protagonistes. Alors que j'essayais d'en faire une histoire intéressante, je craignais tout le temps que ça soit un peu simple. C'est alors que le réalisateur Kodama et l'équipe d'animation exceptionnelle sont arrivés. Bien que l'histoire ait pu être à petite échelle selon les normes récentes de Dragon Ball, ils ont réussi à en faire un film incroyable sans précédent grâce à leur talent rare et à leur image de pointe. Les batailles de la seconde partie m'ont donné la chair de poule, comme la scène de combat sous une pluie battante. La composition habile était si intense que je suis devenu engourdi par l'adrénaline. Piccolo est trop cool, et Gohan est tellement cool lui aussi. Et même les Gamma 1 et Gamma 2, tout le monde rend tellement cool. Je ne suis généralement pas trop enthousiaste par mes propres œuvres, mais j'ai fini par avoir des pensées comme celle-ci avant de savoir ce qui venait de se passer. C'est la première fois que cela m'arrive. À ce moment-là, j'ai réalisé que tous les problèmes rencontrés pour résoudre les problèmes avec mon éditeur en valaient la peine. Tout cela grâce au réalisateur Kodama et à l'équipe d'animation qui ont travaillé beaucoup plus dur que moi, et ainsi qu'aux nombreux membres de l'équipe et aux comédiens de doublage qui les ont soutenus, ainsi qu'à mon éditeur Shueisha, qui a joué un rôle majeur dans la réalisation du meilleur film possible. Je n'ai que de la gratitude envers eux tous. Je suis vraiment satisfait. Si quelqu'un a des doutes et pense Dragon Ball quoi? Je dirais juste faites-moi confiance et allez le voir. Sous-entendu Dragon Ball Super Héros qui est un petit peu poussif. Je vous garantis que votre cœur battra la chamade au moment de quitter le cinéma. Ce sont donc les propos d'Akira Toriyama en personne. On sent qu'il a réellement vu le film. On ne peut pas dérouler un propos tel que celui-ci sans avoir consulté le produit fini. Petite mention spéciale au Toribot qui est la représentation d'Akira Toriyama, vous le connaissez déjà, qui cette fois-ci est piccoloisé. Je trouve ça très sympa. Son personnage donc favori de l'œuvre. Et écoutez, globalement, ça se passe de commentaires. C'est assez éloquent. On voit qu'il a été plus que séduit par cette œuvre-là. D'un côté, c'est bon signe de le voir impliqué, de le voir touché, ému, de le voir saisi. Ça confirme également le fait que les équipes d'animation sont venues amplifier son histoire, un petit peu comme lorsque je parlais du fait qu'il pourrait y avoir 2 films dans le film. Ça reprend ce qu'il disait dans la précédente interview quand il dit « Ces personnages-là doivent se battre, moi je m'en occupe pas trop, je veux juste un combat spectaculaire, je laisse toi animation faire. » Il le dit, le réalisateur Kodama et l'équipe d'animation sont arrivés pour poursuivre ce que j'avais déjà lancé. Ils ont travaillé limite plus que moi. J'ai fait une histoire à petite échelle selon les normes récentes de Dragon Ball. Ils en ont fait un film incroyable sans précédent. Et on voit que Akira Toriyama, ça c'est soit une bonne soit une mauvaise nouvelle, à vous de me dire, a réellement apprécié les visuels du film. Cette fameuse 3D, cette CGI, alors il y a quand même de beaux passages en 2D, le travail de Monsieur Kubota est exceptionnel, mais principalement le film est en 3D. Vous avez aussi entendu pas mal de retours négatifs concernant la fin du film, je ne spoilerai pas mais vous doutez bien qu'il y a bien une bataille finale. Akira Toriyama dit que c'est une partie qu'il a clairement adorée. Les batailles de la seconde partie, dit-il, m'ont donné la chair de poule, notamment la scène de combat sous la pluie. Alors est-ce que ça veut dire que la suite de Dragon Ball se fera en CGI, en 3D, en 2D? Bon, on en reparlera prochainement, ne vous en faites pas. Mais bon, si Akira Toriyama est séduit par cela, si ça permet pour lui de voir moins de disparité entre les différentes scènes, mais en même temps, si je pouvais me le permettre, et je pense qu'on sera plusieurs à penser cela, certes, avec la 3D, le film a l'air plutôt uniformisé. Les fameuses différences que je citais, que l'on avait dans le film des Best Broly, si par exemple vous comparez la scène de la fusion dans des Best Broly et le combat final Gogeta-Broly, c'est clairement pas du même niveau. Visuellement, on sent qu'il y a une transition énorme. Peut-être que cela déplaisait à Akira Toriyama et je peux le comprendre, ça nous a déplu aussi. Mais en même temps, la CGI du film Dragon Ball Super Héros, bien qu'elle permette d'uniformiser le tout, plusieurs styles arrivent à transparaître et plusieurs niveaux qualitatifs transparaissent aussi. Il y a des scènes, notamment, ça vous le savez déjà via les trailers sur la planète de Beerus, bon les trailers ont montré que les meilleurs moments. Mais lorsque l'on se retrouve chez Beerus, on peut constater que la CGI est beaucoup plus faiblarde, à part une fameuse scène qui est un petit peu plus tournée action, et tout au long du film, on constatera qu'il y aura des changements de framerate. Le nombre d'images par seconde parfois sera vraiment fluide et des fois très saccadé, parfois même à l'intérieur d'une même scène. Le niveau de détail variera tout de même. Donc j'espère qu'après un second visionnage, en prenant du recul, parce que là je pense qu'ils ont tous la tête dans le guidon, aussi bien Akira Toriyama que Toei, pourront prendre du recul sur cela et faire le choix qui sera le plus judicieux. Continuer de s'enfouir dans de la CGI en tentant de l'améliorer au maximum possible, parce qu'au final, aussi bien vous que moi ne sommes pas contre la CGI fondamentalement. Si la CGI était aussi convaincante que les meilleures œuvres en 2D, on l'accueillerait à bras ouverts, avec une petite larme à l'œil malgré tout pour les personnes qui travaillent en 2D, car elles se trouveraient démunies de leur emploi, il faut pas l'oublier. Mais si le résultat final était aussi saisissant visuellement que sur un des Best Broly, voire mieux, personne ne se plaindrait de la CGI. Peut-être même que tout le monde enterrerait la 2D. Le problème, c'est que cette CGI manque à convaincre, en tout cas elle ne convainc pas tout le temps. Elle apporte pas mal de belles choses, mais elle apporte aussi pas mal de défauts, donc on est peut-être là sur une version 1.0 que Toei Animation veut faire évoluer vers la 1.5, la 2.0 façon de parler. Tout
comme Toei Animation pourra peut-être se recentrer vers une animation vraiment soignée, 2D, uniformisée, avec un réalisateur, des chefs d'animation, etc. qui vont clairement peaufiner le tout pour que le rendu soit similaire des scènes 2D du film Dragon Ball Super Super-Héros du début à la fin. Même si je pense que ce standard de qualité-là va être très compliqué à obtenir et à produire sur une telle durée de production animée. En tout cas, ce film n'a pas fini de faire parler de lui. Il réalise pour le moment de très bons scores d'entrée au Japon. C'est un petit peu difficile de comparer avec des Best Broly parce que pour le moment les contextes sont différents, les nombres de salles qui l'ont diffusé, le nombre de jours d'exploitation, etc. On se fera un petit point sur ça très prochainement. Je vais vous reparler de ce film sous d'autres aspects aussi dans les prochains jours. Merci vraiment pour tout. Merci infiniment d'avoir été là du début à la fin de cette vidéo. Normalement, je mets un mot de passe en fin de mes vidéos juste pour les reviews mensuelles, vous savez, du manga, parce qu'elle est longue, mais là, exceptionnellement, ce retour sur interview est aussi très long. Donc, je vous remercie infiniment si vous êtes resté jusqu'au bout, et je vais vous dire un petit mot de passe que vous pourrez me glisser en zone commentaire pour m'indiquer que vous êtes resté avec moi. On va être respectueux, on va mettre quelque chose d'assez gentil, d'assez mignon, on va pas mettre quelque chose d'incisif, on va mettre Toriyama le poisson rouge. Voilà, c'est assez modéré, c'est assez doux, mais étant donné qu'il semble avoir des petits soucis de mémoire qui ne sont pas liés à des problèmes de santé, mais simplement au fait qu'il est plutôt tête en l'air, je vous parlais de génie d'improvisation, et qu'il est capable d'oublier les titres de films, certains personnages ou autres, Toriyama le poisson rouge, on se comprendra pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci une nouvelle fois pour tout, j'espère que ce type de vidéo, plutôt atypique en matière de format et de contenu, aura su vous séduire, ça n'arrive pas très souvent, et c'est peut-être ça aussi qui en fait son charme. Merci vraiment pour tout, pour vos abonnements, la cloche des notifications, un maximum de pouces bleus, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.